Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire qui parlera de la mobilité étudiante en Amérique latine. Donc, je suis Alice, je travaille au pôle mobilité de la Direction des relations internationales d'AMU. Et Chloé, je te laisse te présenter. Oui, moi c'est Chloé et je travaille au pôle coopération, pareil, de la direction des relations internationales d'AMU. Et on est là pour vous présenter les destinations en Amérique latine. Donc, de quoi va-t-on parler? On a un petit sommaire à vous présenter. Bon, d'abord, on va vous présenter les différentes destinations possibles en Amérique latine et centrale. Ensuite, on va vous donner les critères d'éligibilité. On détaillera les différentes étapes de candidature, les aides financières auxquelles les étudiants d'AMU peuvent prétendre. On vous donnera également quelques conseils pour préparer votre départ et ensuite à l'arrivée. Et puis, on aura le témoignage de Karine, qui est en ce moment étudiante à l'UFRJ, qui vient de commencer son semestre de mobilité à Rio, donc. Et je vais juste couper la caméra pour que vous puissiez bien voir le PowerPoint. C'est parti. Donc, nous avons différentes destinations dans toute l'Amérique latine, en Argentine, au Brésil, au Chili, Colombie, Mexique, Pérou. Toutes ces universités partenaires, vous pouvez les retrouver sur le publicateur mobilité qui est vraiment l'outil essentiel pour vous. Donc le lien est ici. Ça se présente comme cela. En fait, il vous suffit de renseigner votre composante à AMU, par exemple ici l'IUT en génie biologique. Ensuite, vous donnez un pays, une destination dans laquelle vous souhaiteriez effectuer votre mobilité. Et une liste de résultats s'affiche. Donc ce sont les accords qui sont ouverts à votre faculté. Ensuite, quand vous cliquez sur l'université, vous aurez un certain nombre de renseignements qui vous seront utiles, notamment les dates du calendrier académique, le catalogue de cours ouvert aux étudiants internationaux, la langue d'enseignement, les prérequis, etc. Donc, pour vous présenter les universités partenaires au Brésil, donc juste un petit point, il faut savoir en étant étudiant à Aix-Marseille Université, vous pouvez prétendre à des accords pluridisciplinaires, c'est-à-dire qui ont été signés entre tout Aix-Marseille Université et l'université partenaire, par exemple ici l'Université fédérale do Rio de Janeiro, ce qui veut dire que le nombre de places indiquées concerne tous les étudiants, aussi bien de droit, d'ALSH, de l'IAE, etc. Ensuite, on a d'autres accords qui ont été signés que vous verrez juste après, qui peuvent concerner une seule faculté, par exemple la faculté de droit qui a signé un accord avec une université brésilienne. Donc, pour ce qui est des accords ouverts à tous les étudiants d'AMU, on a les cinq universités ici, donc l'Université fédérale do Rio de Janeiro, le réseau REARI qui comprend 13 établissements dans tout l'État de Rio, l'Universidade Federal de Santa Catarina qui est plus au sud, à Florianópolis. Et cet accord en particulier est ouvert seulement à LSH et Polytech. Même chose pour l'Universidade Federal do Paraná. L'accord est ouvert à Polytech et à la fac de sciences. Et enfin, on a l'Universidade Federal de Fluminense, qui est aussi dans l'État de Rio, dans une ville qui est Niterói, juste à côté de Rio de Janeiro. Et c'est un nouvel accord qui concerne toutes les facs d'AMU, où on a 2 ou 3 places par an. Ensuite, donc, nous avons des accords par composante, pardon, comme je vous l'expliquais. Toute la liste est ici, je ne vais pas la détailler, mais vous pouvez prendre cette diapo en photo ou retrouver toutes les informations en fait dans le publicateur. Si vous renseignez votre faculté, par exemple, si vous renseignez Polytech en tant que composante, vous aurez cette liste d'universités pour lesquelles vous pouvez postuler. Donc, je vous invite vraiment à consulter le publicateur qui est un outil bien fait où vous aurez toutes les informations. Et je laisse la parole à Chloé pour présenter les universités d'Amérique hispanophone. Voilà, merci Alice. Donc je présente les universités latino-américaines hispanophones. D'abord avec le Mexique. Donc comme l'a dit Alice, il y a les accords pluridisciplinaires et les accords par composante. Donc les accords pluridisciplinaires, je le précise, vous êtes en concurrence avec tous les autres étudiants d'AMU, tandis que les accords par composante, c'est simplement avec votre composante. Donc si par exemple vous êtes en H et que vous voyez qu'il y a un partenaire qui a un accord disciplinaire ALCH, c'est bien de privilégier ce partenaire-là, comme ça enfin, vous pouvez avoir une place plus facilement, même si en Amérique latine, il y a quand même beaucoup de places.
Et il y a quand même enfin, il y a de la demande, mais il y a un nombre de places assez conséquent, donc vous pourrez trouver une place dans une université en Amérique latine. Donc là, on a trois universités pluridisciplinaires au Mexique, la Tecnológico de Monterrey à Monterrey, et puis après il y a la UNAM aussi, qui est une très très grande université, qui a un campus à México DF, et c'est pour les masters et les doctorats. Et la Universidad de Monterrey aussi. Et là, attention, c'est FEG, c'est pour l'université, la faculté d'économie-gestion, et pour les Alches, sauf en art. Et il y a un accord aussi au Mexique avec Guadalajara pour Polytech. Ensuite, je passe en Colombie. Donc, en Colombie, on a plusieurs accords pareillement. Normalement, il y en a deux. Ah, voilà, merci. Il y en a deux à Bogota qui sont en multidiscipline, hein, donc toutes les disciplines sauf pour la Universidad de los Andes qui a qui a beaucoup de disciplines en sciences aussi. Donc, si vous êtes en sciences, je vous invite à postuler à la Universidad de los Andes. En plus de ça, c'est une université qui est privée là-bas. Mais vu qu'on a un accord avec eux, on ne paye pas les frais d'inscription, on paye simplement les frais d'inscription à AMU. Donc, on bénéficie d'un enseignement privé en Colombie, alors que on paye des frais AMU. Donc, et en plus de ça, c'est une très très bonne université en Colombie. Donc, je vous conseille d'aller là-bas à la Universidad de los Andes. Et ensuite, il y a les accords par composante. Donc, pareil, je ne vais pas détailler exactement. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez prendre une photo, il n'y a aucun problème. Sachez que Bucaramanga, c'est une super ville. Franchement, c'est vraiment cool parce que c'est une petite ville en Colombie et c'est vrai que les villes en Colombie sont assez grandes, surtout Bogota. Donc, si vous pouvez aller à Bucaramanga, je vous le conseille fortement. Donc après, il y a quand même aussi trois accords disciplinaires dans la faculté d'économie et gestion. Donc si vous êtes étudiant en FEG, à la FEG, je vous conseille aussi d'aller en Colombie. Ensuite, on part en Argentine. Donc là, on a des accords pluridisciplinaires avec la Nacional de San Martín à Buenos Aires. Et c'est également pour la FEG. Enfin, il y a pour toutes les disciplines d'AMU. Donc, il y a quatre places par an pour toutes les disciplines d'AMU, plus quatre places par an pour la FEG et le Master 2 AIC. Donc, si vous êtes en Master 2 AIC, vous avez quatre places à vous répartir entre vous. Et si vous voulez quand même aller à National de San Martín, il y a quatre places à se répartir avec tout AMU. Et il y a une deuxième université avec laquelle on est en train de signer un accord, donc c'est la Universidad de Buenos Aires. On est en train de négocier l'accord. Donc pour l'instant, c'est pas fait à 100%, mais ça va être fait dans pas longtemps. Donc potentiellement, vous pourrez postuler pour la Universidad de Buenos Aires. C'est pour ça on la présente aujourd'hui, parce que c'est vraiment, ça va être signé potentiellement dans très peu de temps. Et ensuite, il reste les accords par composante. Donc là, il y a beaucoup de Polytech, beaucoup d'accords par composante, enfin pas pour Polytech et sciences. Pareil à San Juan, Buenos Aires. Donc, si vous êtes à Polytech, je vous encourage à aller en Argentine. Et enfin, donc il reste le Chili et le Pérou. Donc au Chili, je voulais mettre l'accent sur un nouveau partenaire qu'on a cette année. C'est la Universidad de Santiago de Chile. On vient de signer l'accord avec eux, donc il n'y a pas encore eu d'étudiants qui sont partis en mobilité là-bas. Et ce qui fait qu'en fait, la voie est ouverte. Votre candidature, si jamais vous souhaitez partir au Chili à Santiago, il y aura pas normalement de souci. Donc, si ça vous intéresse d'aller étudier un semestre ou une année au Chili, la Universidad de Santiago de Chile, en plus de ça, c'est une très très bonne université. Et il y a aussi par composante avec Polytech, donc la Técnica Federico Santa Maria à Valparaíso. Et il y a aussi les autres Polytech, Arequipa et Lima au Pérou. Donc si vous voulez aller au Pérou et que vous êtes à Polytech, vous pouvez via ces deux accords. Ok, je pense qu'on va mettre pause à l'enregistrement.
Alors maintenant, voyons quels sont les critères d'éligibilité pour partir dans les universités dont on vous a parlé. Déjà, il faut que vous soyez inscrit en licence 3 minimum ou en master pendant l'année universitaire où vous effectuerez votre mobilité. Ensuite, bien évidemment, il y a des prérequis de langue. Tienes que hablar español, tienes que falar portugués. Bon, le niveau requis est variable. On va dire que c'est moins strict par rapport à certaines universités en Amérique du Nord ou en Asie. On ne va pas forcément à chaque fois vous demander un test de langue. Par contre, on vous demandera une attestation de votre professeur. Sinon, il y a aussi possibilité de suivre des cours en anglais, de suivre des cours de portugais en arrivant si vous avez un petit niveau, et même de suivre des cours de portugais langue étrangère pendant tout le semestre. Donc, ça peut aider à s'intégrer dans l'université, à suivre des cours. Voilà, il y a des solutions tout de même. Et enfin, il faut que vous ayez établi un contrat d'études avant de partir pour faire reconnaître en fait votre semestre académique ou votre année à votre retour et valider vos crédits ECTS. Euh, Ensuite, quelles étapes de candidature vous allez devoir suivre? Donc pour la campagne AMU, c'est-à-dire la campagne qui concerne tous les accords signés par AMU, les accords qu'on a vus en violet précédemment, il y a des dates à suivre. Déjà, ce mois-ci, renseignez-vous au maximum sur les universités qui vous intéressent. Allez en réunion également, en réunion d'information sur les campus. Il y a tout le programme sur la page du mois de l'international. Allez parler avec vos gestionnaires de mobilité qui sauront vous répondre, qui sont en campus pour ça, pour construire votre projet de mobilité. Renseignez-vous également si vous devez passer des tests de langue, s'il y a un score minimum à avoir, c'est maintenant qu'il faut le faire. Ensuite s'ouvre une phase de candidature véritablement. C'est un formulaire qui est en ligne sur la plateforme MoveOn. Et ce formulaire, il sera ouvert de mi-octobre à début décembre. On vous communiquera les dates au moment prévu, les dates précises. Et vous aurez un certain nombre de pièces justificatives à fournir. Mi-février, vous aurez le résultat de votre affectation. C'est le vœu numéro 1, vœu numéro 2, vœu numéro 3. Vous aurez votre université euh, votre choix définitif. Et à ce moment-là, il faudra candidater cette fois-ci auprès de l'université, auprès du partenaire. Ils vous redemanderont quelques pièces à envoyer. Et si tout est bon, si vous validez les prérequis que l'université a mentionnés, vous recevez enfin la lettre d'acceptation officielle de l'université. Et à ce moment-là, vous pouvez commencer vos démarches administratives, que ce soit le visa, réserver votre billet d'avion, etc. Donc prenez-vous suffisamment tôt pour toutes ces démarches-là. Les aides financières, oui, donc on voudrait faire un point sur ça parce qu'en étant étudiant à AMU, vous avez le droit à un certain nombre de bourses. Même en étant boursier Crous, il y a aussi des bourses spécifiques. Toutefois, vous ne les aurez pas d'office. Il va falloir également que vous fournissiez un dossier et il y aura un comité de bourse qui se réunira, qui étudiera votre dossier et qui vous attribuera ou non la bourse. Donc, ne comptez pas sur cette bourse pour vos frais de départ, par exemple, parce que même si on vous attribue effectivement la bourse, elle sera versée qu'une fois qu'on aura reçu votre attestation d'arrivée, comme quoi vous êtes bien présenté à l'université, comme quoi vous suivez bien vos cours. Donc vraiment, cette bourse, elle pourra servir à financer votre mobilité, encore une fois, si vous êtes retenu par le comité, mais il ne faut pas compter dessus pour réserver votre billet d'avion. Et le versement, il se fait en deux fois, même si on indique un montant par mois. Généralement, il y a deux versements. Un premier qui intervient dans les premiers mois de la mobilité et le deuxième versement seulement en retour, seulement après votre attestation définitive. Préparer son départ, donc je laisse la parole à Chloé qui va vous donner quelques conseils. Merci Alice. Alors, pour préparer son départ, il faut effectivement penser au visa. Donc, c'est une fois que la lettre d'acceptation est reçue, il faut commencer les démarches vraiment, vraiment en amont de votre départ parce que ça prend beaucoup de temps. Et attention, on le répète pas assez, mais il faut vraiment vérifier la validité de son passeport. Il faut qu'il soit valide au moins 6 mois après la date du retour. Donc, faites attention à ce que votre passeport soit bien valide. Et ensuite, au niveau de la santé, donc il y a certains pays qui sont, enfin certains vaccins qui sont obligatoires dans certains pays. Donc, il faut se renseigner sur le site de l'Institut Pasteur. Si vous êtes à Marseille, il y a un hôpital vers la Timone qui fait les vaccinations.
un centre de vaccination. Et puis aussi, il y a certaines universités qui demandent un pass Covid, enfin la vaccination Covid-19. Donc faites attention à bien vous renseigner par rapport à ça aussi. Euh, Ensuite, les conseils à l'arrivée. Donc, pour le stress de l'insécurité, effectivement, il faut le prendre en compte. C'est quand même l'Amérique latine, il faut faire attention. C'est des pays où il y a un seuil de pauvreté qui est parfois assez élevé dans certains quartiers. Il y a des inégalités sociales relativement élevées. Donc, il faut faire attention. Mais ce n'est pas pour autant que c'est complètement fou, que vous allez vous faire trancher la gorge à la première rue. Alice et moi, on y est allés, on a effectué des mobilités là-bas et ça s'est super bien passé. Enfin, vous avez vu au début de la visio, moi je suis blonde et j'ai la peau très très blanche avec les yeux clairs, donc je ressemble clairement pas à une latino-américaine et tout va bien. Donc vraiment, c'est dommage de se mettre un frein par rapport à l'insécurité locale. Après, il y a des règles de base. On est là pour vous les dire. Donc, d'abord, il ne faut pas vous déplacer seul la nuit. Effectivement, il vaut mieux être en groupe la nuit. Et si jamais vous êtes seul, il faut rentrer en taxi le soir chez soi. Un taxi, comment dire, là, avec le numéro, enfin, vous verrez la carte dans le taxi, quoi, un vrai taxi ou un Uber. Les applications de taxi marchent énormément là-bas. Il y a Uber, il y a enfin, je sais plus, mais il y en a plein. Pas de bijoux de trop grande valeur non plus. Effectivement, il faut pas dar papaya, comme c'est dit, c'est en Colombie. Voilà, mais c'est comme à Marseille, par exemple. Si vous êtes étudiant à Aix ou à Marseille, vous savez très bien que vous vous baladez dans le centre-ville à Marseille, il faut faire attention. Mais c'est des règles de base, en fait. On est éduqué comme ça et ça marche tout autant en Amérique latine. Et aussi, ce qui est très important, c'est faire des photocopies des documents officiels, donc passeport, visa et vaccin. Parce que si on vous les vole, au moins vous avez voilà, une photocopie, quoi. Mais après, une fois sur place aussi, l'université est là pour vous donner des conseils, pour vous dire, mais par exemple, ce quartier, c'est plutôt à éviter. Là, ce quartier, vous pouvez y aller pour sortir, aller au cinéma, aller voir des amis, etc. Donc vraiment, une fois à l'arrivée aussi, vous serez pris en charge. Donc, il y a pas de souci avec ça. Et sinon, franchement, c'est trop bien l'Amérique latine, donc ce serait dommage que ce soit un frein. Voilà, nous, on en est revenus, on n'a pas eu de soucis. Après, il peut y avoir des problèmes aussi, évidemment, mais voilà, il faut avoir des règles de base qu'on a à Marseille aussi, et puis après, ça roule, quoi. Ouais, Voilà. tout à fait. C'est une chouette expérience. Et justement, Karine est en ce moment à l'Universidade Fédérale do Rio de Janeiro. Et elle va nous faire part un petit peu de son expérience de ses premiers mois à Rio. Bonjour Karine, donc est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu? Vous effectuez votre mobilité en ce moment à l'Universidade Fédérale do Rio de Janeiro. Quel était votre parcours à Aix-Marseille Université et dans quelle fac êtes-vous en ce moment à Rio? Bonjour, je m'appelle Karine et à l'AMU, j'étais en master médiation culturelle des arts en première année et donc j'ai demandé un échange pour ma deuxième année de master en master d'art de la scène. D'accord. Et alors, comment ça s'est passé pour le moment, votre arrivée, le fait d'étudier dans une université étrangère? Est-ce que vous parliez le portugais? Est-ce que vous avez pu suivre les cours que vous aviez choisis précédemment? Expliquez-nous un petit peu l'arrivée dans l'université. Alors déjà, je suis arrivée le 17 août 2023 à Rio et donc 3 jours après, je me suis présentée à la fac pour les premiers cours, en sachant que le début du du second semestre à Rio commence début août. Donc, je suis arrivée un peu en retard parce que j'ai eu la réponse tard de mon acceptation dans l'université. Et à peu près, pardon, le 20 août, j'ai eu mon premier cours à l'UFRJ. Et en sachant que, effectivement, j'ai un niveau A1 en portugais, donc un niveau très débutant. J'ai un niveau B1, B2 en espagnol qui m'aide beaucoup pour comprendre et aussi pour apprendre le portugais.
Et donc, le premier cours, qui était un cours de 3 heures, a été un petit peu intense. Voilà, d'arriver dans un nouveau pays avec le décalage horaire, un nouvel environnement, etc. C'était un peu intense, mais c'était une expérience. Et très vite, en fait, à force d'être dans la ville, d'entendre la langue, d'aller à des cours de 3 heures, d'échanger, ça me paraît beaucoup plus fluide. Enfin, à l'écoute, je comprends vraiment, vraiment beaucoup mieux en à peine un mois. Et quant à la parole, je me débrouille mieux qu'il y a un mois, mais je pense que je pratique pas assez pour vraiment avoir encore enfin, pris assez d'assurance pour bien avoir une conversation en portugais. Mais l'espagnol m'aide et l'anglais, même des professeurs qui parlent français. Donc ça, voilà, c'était enfin, très rapidement, je me suis sentie à l'aise et voilà, ça vient assez facilement, Donc assez facilement. la langue aujourd'hui n'est pas un gros obstacle pour pouvoir suivre vos cours à l'université. Non, 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 pas du tout. Après, peut-être ça dépend aussi de chacun. Et vraiment, comme je le disais, le fait de quand même bien comprendre l'espagnol et le parler, ça m'aide quand même bien à comprendre le portugais. Et après, c'est aussi un travail à côté d'aller aux cours sont en portugais, de vraiment, je sais pas, écouter de la musique, regarder des films, des podcasts, parler en portugais avec les gens qu'on croise, enfin, d'essayer d'être assez déterminé pour apprendre le plus vite, quoi. Rapidement. Est-ce que vous avez des cours vraiment de portugais? Oui, donc il y a des cours de portugais qui nous ont été proposés pour tous les étudiants étrangers. On a le choix de y aller ou pas, en sachant que ça compte des crédits aussi à valider pour le semestre. Donc, moi, je voulais les faire parce que bah, je trouvais ça intéressant quoi, de les faire à la fac. Et c'est 4 heures par semaine. Et en fait, à l'arrivée, on passe un test de langue pour savoir dans quel niveau on est. Et ça crée des petits groupes de langue de niveau, j'imagine, à 1, à C2, Hmm. à chaque niveau. Et c'est pour son bien et il m'aide. Mais je pense que je prendrais en plus d'autres cours qui me permettraient de plus vraiment pratiquer. Parce que ces cours sont bien, mais c'est très basé sur la grammaire, conjugaison. D'accord. Et aussi, enfin, pour avoir des échanges avec des carioca ou avec des Brésiliens ou des étrangers qui vivent là depuis longtemps, des échanges d'un portugais, comment on dit, oral, qui n'est pas le Mhm. même que celui forcément. Donc, ouais. D'accord. Et plus largement, sur votre arrivée dans le pays, voilà, le choc culturel entre guillemets, la ville de Rio, comment vous êtes senti les premières semaines? On parle beaucoup d'insécurité, par exemple, au Brésil. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez senti? Voilà. Si vous pouvez nous raconter un peu les premières semaines sur... Alors, on va dire en termes de choc culturel, bon, forcément, ça a fait un grand changement et ça peut être un choc d'arriver dans une ville comme Rio. Euh, mais ça reste quand même voilà, une très grande ville avec des constructions selon les quartiers assez modernes et aussi il y a beaucoup d'étrangers, de touristes. Donc ça, je pense, enfin, pour moi, ça n'a pas non plus été un choc culturel énorme. Ce que j'ai ressenti, par exemple, en arrivant, enfin, ce qui m'a marqué en arrivant, c'est la végétation, à quel point elle est mélangée à la ville. Vraiment, c'est entouré de collines, d'arbres, euh, alors que c'est vraiment une très, très grosse ville, très urbanisée. Donc, ce mélange-là est assez intéressant. Après, euh, on a aussi le fait que la nuit se couche à 17h, 17h30, parce qu'on est en hiver, mais apparemment même en été, ça se couche à environ 18h. Donc,
voilà, on vient de France où c'était l'été et le soleil se couchait à 21h, ça fait un petit décalage aussi. Aussi en termes de température et de chaleur, enfin, après on a eu des chaleurs un peu excessives apparemment pour un mois d'août et de septembre, mais il fait particulièrement chaud alors qu'on est en hiver. Voilà. Ensuite, par rapport aux habitants, enfin aux gens qu'on a croisés sur notre chemin depuis qu'on est là, enfin, je trouve que les gens sont très gentils, ouverts, ils parlent facilement, donc on se sent accueilli. Enfin, c'est des échanges pardon, assez chaleureux et naturels, et ça, c'est hyper agréable. Et je trouve que ça, pour le coup, c'est très différent de la France. Après, il y a, ben, c'est un peu cliché, mais c'est une réalité, des différences sociales et économiques qu'on perçoit quand on voit des énormes favelas à côté de euh, quartiers très riches. Donc ça, on s'en rend compte aussi en y étant. Au niveau de l'insécurité, j'ai pas forcément j'ai pas, enfin, oui, en tout cas, y a rien à arriver depuis que je suis ici et je ressens pas un climat d'insécurité en permanence quand je marche dans la rue. Je pense que ça dépend vraiment beaucoup des quartiers de la ville. Euh, Moi, principalement, je suis dans la zone sud qui est très, très grande et qui comprend plein de quartiers et dans laquelle je me sens bien. Ok. Et pour revenir un petit peu sur bah, plus la période où vous prépariez cette mobilité, donc la procédure de candidature, comment est-ce qu'elle s'est passée? Est-ce que vous avez eu certaines difficultés? Est-ce que vous auriez certains conseils à donner à quelqu'un qui souhaite partir au Brésil l'année prochaine? Euh, alors, j'ai pas forcément rencontré de difficultés à faire la candidature parce que je trouve que les étapes sont assez claires, détaillées sur les plateformes qu'on a sur le site de l'université. En revanche, on a attendu pendant quand même beaucoup de mois la réponse finale. Et ça a été un problème dans le sens où donc on doit pas, on dit de pas acheter nos billets d'avion tant qu'on n'a pas la réponse de l'université de Rio. Sauf que bon, bah, les prix après commencent à augmenter, même pour trouver un premier logement sur place, les logements partent. Aussi pour faire le visa, en fait, on l'a su après, mais on aurait pu commencer les démarches du visa, même si on n'avait pas la réponse encore positive de l'université de Rio. Parce qu'après, on aurait pu annuler. Enfin, et en fait, du coup, on a eu la réponse quand mi-juin, sachant que la rentrée est début août à Rio. Donc ça, après, on ne sait pas si ça a été une erreur, enfin une erreur, je pense pas que ce soit comme ça pour toutes les filières ou toutes les facs. On ne sait pas s'il y a eu un problème avec nos dossiers ou quoi. Mais, euh, mais donc, peut-être qu'on n'a pas aussi insisté auprès peut-être du Bureau des directions internationales de l'AMU pour les relancer, parce qu'on se disait juste, voilà, il faut attendre la réponse. Mais ça a été un peu, je pense, pas hésiter à justement relancer pour même prendre de l'avance dans toutes les démarches qu'il y a à faire après, parce que c'est quand même beaucoup de démarches administratives pour préparer un échange comme ça. Et donc, euh, ouais, voilà, je dirais la difficulté. En tout cas, ça a été principalement ça pour le dossier en amont. Autrement, 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 les étapes sont assez claires. Même au niveau des bourses, au final, euh, ça se fait un peu tout seul. Enfin, on reçoit des mails, on est quand même assez tenu au courant. Donc, enfin, pour moi, ça a été très clair de ce côté-là. Vous avez pu recevoir une bourse d'ailleurs? Oui, donc, oui, j'ai obtenu deux bourses. Donc, il y a la bourse qui est attribuée au, si on est boursier au Crous. On a
automatiquement, il me semble, cette bourse qui est de 3 600 euros pour un an. Donc, ça fait à peu près 400 euros par mois pour 10 mois. Et ensuite, une autre bourse qui s'appelle, il me semble, PMS Oui. et qui est calculée en fonction d'autres critères. Euh, et donc, c'est là, c'est pas, enfin, là, on l'a pas obligatoirement. Et qui, moi, je l'ai eu, elle est de 5 000 pour l'année. Donc, ouais, enfin, voilà, faut obtenir au moins ces deux bourses. Ok, super. Globalement, est-ce que vous recommanderiez un échange à l'UFRJ pour l'instant? Oui, complètement. Complètement. En revanche, j'avais, enfin, juste au niveau, parce que je pensais qu'on y viendra après, mais au niveau des recommandations en Oui. amont, avant de partir à Rio, parce que du coup, on s'en rend compte en étant sur place ici, Mhm. euh, il y a, il y a quand même d'autres démarches administratives à faire une fois arrivé sur place. La première étant donc de se régulariser auprès de la police fédérale. Donc ça, c'est indiqué quand on obtient le visa en France. Euh, mais c'est un rendez-vous où il faut arriver avec un dossier particulier, quoi, avec tel document, il faut payer une taxe, etc. Et ça, toutes ces informations, nous, on les avait pas, enfin, on les connaissait pas, donc on les a su, enfin, on a dû enfin bref, on les a su par d'autres personnes qui nous en ont parlé. Et c'est notamment très bien expliqué sur le site des PVTistes, donc des Français qui font des PVT à Rio. Et donc c'est très clairement expliqué sur le site parce qu'on est obligé de le faire. Et en fait, ça nous sert aussi, nous, pour trouver un appartement, on a besoin de ce numéro-là, donc c'est un numéro indispensable. Et également le numéro de CPF, ça s'appelle. Pareil, c'est un numéro d'identité. Et en fait, vous pouvez le faire avant même d'arriver au Brésil en envoyant un mail, une photo de son passeport et une photo d'identité. Et ce numéro est vraiment aussi hyper important pour, pareil, si on veut trouver un appart, si on veut une carte SIM de téléphone, même pour acheter des places de concert, dans les magasins, on nous demande pour avoir des promotions. Enfin, ce numéro vraiment hyper important. Et une fois qu'on est au Brésil, sur place, enfin, nous, on a mis un peu de temps à l'avoir. Donc autant, voilà, si on avait su, on l'aurait fait avant d'arriver sur place. Mais voilà, hormis ça, euh, bah, oui, je vous conseille, même si ça fait que un mois que je suis ici, je pense que ça va être une expérience euh, incroyable et aussi que les cours qu'on a ici sont assez différents, même dans la manière de l'organisation, enfin de comment les échanges se font entre les étudiants et les professeurs. C'est très différent en tout cas, notre master en France. Et, franchement, c'est trop bien. Enfin, c'est hyper riche, c'est hyper intéressant. C'est des personnes qui sont un peu plus âgées parce que elles ont fait voilà, elles ont travaillé avant, elles ont fait d'autres études, ou voire elles sont parties ailleurs, elles sont revenues. Donc, c'est des gens qui ont plutôt la trentaine, quoi, donc quand même plus âgés que dans notre master en France. Et, euh, et ouais, on trouve que ça rend des échanges vachement plus riches. Les gens sont vraiment là parce qu'ils ont envie d'être là. Voilà. Ouais. Mais encore une fois, c'est dans mes cours et mon expérience, quoi. Mais Super, ben, merci beaucoup. On sent que vous vous plaisez à Rio pour l'instant. Merci oui. et bonne continuation, pardon. Merci à vous. Bonne continuation. Ok, je stoppe l'enregistrement. Pour finir, quelques sources d'informations qui vous seront utiles dans les mois à venir.
même dans les semaines à venir. D'abord, le publicateur que j'ai montré au tout début, vraiment, c'est votre outil principal sur lequel vous pouvez faire votre recherche, trouver plein d'informations sur les universités et ensuite parcourir le site des universités pour trouver les cours qui vous intéressent. Ce mois-ci, participez aux réunions en campus où on va vous détailler destination par destination, zone par zone, quelles sont un petit peu les démarches à suivre pour partir en mobilité. Participez également au webinaire qu'on va organiser au mois de novembre avec nos partenaires. Bon, a priori, avec l'Université de Santiago de Chile, on aimerait organiser un webinaire. En tout cas, ce sera vraiment l'occasion de rencontrer un membre de l'université et de lui poser vos questions. Et puis, votre contact sur votre campus, c'est votre gestionnaire de mobilité. Sur ce QR code, il y a le lien avec tous les noms des gestionnaires de mobilité par campus, leur adresse mail. Vous pouvez également aller les voir directement dans leur bureau aux heures d'ouverture. Donc, n'hésitez pas, ils sont là pour vous soutenir sur votre projet, sur la constitution du dossier. Donc, vraiment, vous pouvez les solliciter. Donc, on vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. On espère qu'il vous a donné envie de partir en Amérique latine parce que nous y sommes allés et c'est vraiment une très belle destination. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et bonne chance de votre préparation de mobilité. Merci beaucoup, Alice, et merci à tous.